Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un deuxième épisode spécial du RMC Fighter Club depuis le Pullman de Bercy. C'est l'hôtel des combattants pour la Fight Week de l'UFC Paris, 3e édition, qui aura lieu ce samedi soir à l'Accor Arena de Bercy et bien sûr à retrouver sur RMC Sport. Et après les 4 premiers combattants français avec Baba, on vous a interrogé l'autre moitié des 9 combattants français qui seront sur cette carte. Au programme, vous aurez Taylor Lapillus, Nora Cornol, Fares Ziam, Kevin Jousset et Benoît Saint-Denis. Et Baba, après les 4 premiers, les 5 autres, ils sont prêts aussi. Ouais, ils sont prêts, on rentre dans le vif du sujet, on rentre dans les combats les plus importants de cette carte, des combattants ambitieux, avec beaucoup de ramifications pour les combats d'après. Donc on a parlé actualité et futur, ça va être intéressant. Vous allez retrouver ces 5 interviews tout de suite. Ça démarre maintenant. On est avec Taylor Lapillus qui sera sur la carte de l'UFC Paris 3e édition. Ce sera ce samedi soir à l'Accor Arena de Bercy et bien sûr à retrouver sur RMC Sport. Taylor, tu as mis longtemps à être sur la carte. On a eu des doutes même puisque tu as changé, tu étais prévu entre guillemets contre le Brésilien Lima et puis finalement ça se retrouve contre l'Américain Vince Morales. Comment ça s'est passé déjà? Tu peux nous expliquer? Est-ce que tu as eu des doutes sur le fait d'être présent sur la carte et ce combat un peu mis à la dernière minute, comment tout ça s'est organisé? Écoute, ça s'est organisé. Alors, on nous propose Nima, nous on dit oui, pas de problème. Après, du coup, le contrat a pris un peu de temps à arriver. Donc, il y avait des incertitudes sur est-ce que ça va être lui ou est-ce que ça va se faire, puisque c'était vraiment anormalement long par rapport au délai habituel de l'UFC. Donc, finalement, il finit par arriver. Et puis, quelques jours plus tard, on reçoit un message de l'UFC qui nous dit que malheureusement, il est blessé. Donc, ils vont nous chercher un autre adversaire. Et du coup, nous, on attend, quoi, tu vois. Donc, après, comme c'est l'UFC qui disent « ouais, c'est bon », etc. Donc, du coup, on est resté assez confiant. Donc, je suis resté assez focus sur ma prépa, même si dès le départ j'avais de l'incertitude sur l'adversaire, quoi, comment, etc. Tu vois. Et finalement, ils ont réussi à. Alors je crois qu'ils ont eu un peu de mal quand même à me trouver un adversaire. Et ils ont réussi à trouver, ils ont signé Vince Morales pour m'affronter. C'est quand même particulier parce qu'en fait, tu as fait la majorité de ta prépa sans savoir l'adversaire que tu allais affronter. Comment on se prépare, tu vois? Qu'est-ce que ça change dans ta préparation, ça? Écoute, au départ, elle a démarré sur Lima. Après, on a vite senti que Lima, ça allait pas le faire. Donc, on a fait quelque chose de très général. Donc voilà, après, psychologiquement, c'est un peu. Tu sais, une prépa, il y a des moments où c'est pas forcément simple. Tu as le régime, tu as la prépa, etc. Et en fait, si tu veux, l'objectif te refocus dessus. Et là, l'objectif, il n'était pas clair, quoi. C'était un peu flou. Donc, c'était pas évident. Mais du coup, voilà, mes coachs qui étaient autour de moi, ils m'ont dit de rester focus. Et c'est ce que j'ai fait. Je les ai écoutés. Ils m'ont pas mal aidé là-dessus. Notamment mon coach mental, Eric Cara, qui m'a dit on reste focus. Et en gros, on a eu la politique de tant qu'on nous dit pas qu'on combat pas, on combat. Tu vois. Et ce qui fait que voilà, on a continué à rester concentré sur la suite et l'objectif a évolué. C'est-à-dire que là où avant, l'objectif de la prépa, c'était le combattre le 28 septembre, et du coup, on s'est dit l'objectif va évoluer sur la suite. Admettons, ça ne se fait pas le 28, qu'est-ce qu'on veut aller chercher comme objectif en carrière, tu vois. Et c'était quoi? Tu peux nous en dire plus là-dessus? Ah, écoute, ça, c'est les secrets de la team, donc je ne peux pas forcément trop en parler. Et surtout, non pas que j'ai pas envie de dire les choses, mais tu sais, malheureusement, j'ai vu comment une phrase pouvait vite être tirée de son contexte. Donc, du coup, je préfère garder mes objectifs privés dans le cercle de mon équipe où on est tous focus et raccord sur les objectifs, mais on les garde pour nous. Donc, ce sera l'Américain Vince Morales, tu disais, qui a fait un premier passage à l'UFC entre 2018 et 2022. Il est passé par les Dana White Contender Series, puis depuis, il est à 5-0 dans d'autres organisations et il fait donc son retour. Je sais que souvent, tes adversaires, tu as eu l'occasion, toi, de les commenter, notamment sur RMC. Tu t'en souviens de Vince Morales? Tu te souviens de combat que tu as commenté de lui ou pas du tout? Alors, combat que j'ai commenté, non, pas spécialement je me souviens pas spécialement de l'avoir commenté. Par contre, je savais qui c'était. C'est-à-dire qu'au moment où on me le propose, je sais qui il est, quoi. Je sais qui il est, je connais à peu près son style. Donc voilà, donc je l'avais déjà vu combattre. Je ne sais pas si je l'ai déjà commenté, en tout cas je n'en ai pas le souvenir, mais je l'avais déjà vu combattre. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur lui et sur ce match-up stylistiquement? Parce que pour beaucoup de fans qui regardent notamment que l'UFC, ils ne l'ont pas vu ces dernières années, donc tu vois, forcément, ils savent pas qui c'est. Écoute, stylistiquement, c'est un combattant qui a du cœur, c'est-à-dire que
lui, je sais qu'il va arriver pleine bourre et qu'il va vouloir mettre du rythme, mettre du volume, etc. Donc, il faut contenir tout ça. C'est ces combattants-là qui lâchent rien, qui ont beaucoup de cœur et qui mettent beaucoup de rythme dans leur fight. Donc voilà, c'est plutôt un striker, il a un bon jab, il a il a plutôt un bon striking. Je trouve, je le vois meilleur avec les mains, malgré tout. Je pense que c'est plus en anglaise qu'il excelle. Et voilà, et puis des bons étranglements aussi, pas mal. Le dernier combat qu'il met, c'est un étranglement assez rare. Donc du coup, voilà, il faudra se méfier aussi de ces soumissions. J'ai l'impression que son style peut te permettre de briller. Tu serais d'accord avec ça? Peut me permettre de briller, oui et non. Sans, tu sais, on va pas dire chercher le finish, c'est la meilleure manière de ne pas l'obtenir. Mais oui, j'ai l'impression que son style peut bien te convenir. Écoute, stylistiquement, en fait, ça dépend de ce qu'on voit. C'est-à-dire que parfois, tu as des combattants qui sont très agressifs, qui sont très rentre-dedans. Et c'est intéressant de les avoir parce que justement, quand tu as un style de contreur et de technicien, tu peux te régaler. Là, c'est un style où il va mettre du rythme, il va vouloir mettre du volume. Donc, ça peut être un combat, alors ça peut être une grosse guerre, comme ça peut être aussi un petit peu un jeu d'échecs. Ça va dépendre du Morales qu'on aura dans la cage. Moi, en tout cas, je vais essayer de poser mon jeu et de le forcer à lui s'adapter à mon style. On est à Paris. Tu as combattu l'année dernière à Paris. C'était ton grand retour à l'UFC depuis que tu as été combattre aux États-Unis. Il y a toujours un truc forcément particulier pour vous, les combattants français, mais pour toi encore plus depuis l'an dernier. L'an dernier, c'était tellement fort ton retour avec la musique I'm Coming Home, tant d'années qu'on attendait de revoir Taylor Lapillus à l'UFC. J'ai l'impression que tu pourras plus jamais battre ça. Enfin, tu vois, qu'en termes d'émotion, ta montagne à Paris, tu l'as déjà connue. Qu'est-ce que t'en dis? C'est ce que je pense aussi. On m'a posé la question en conférence tout à l'heure en Media Day, qu'est-ce que ça a changé? Et je pense que j'ai connu, en tout cas pour le moment, mis à part si je combats, je fais un main event ou un truc plus gros, mais je pense que là, quand même, c'était quelque chose de fort pour pouvoir réunir tous ces ingrédients-là. C'est compliqué, tu vois. C'est compliqué, plusieurs années d'absence, la bonne musique qui va bien, le public qui réagit bien et qui est précis sur la réaction de la musique, etc., qui se met à chanter avec moi la musique. Enfin, c'est un truc de fou. Je veux dire, jusqu'à présent, j'ai cette entrée en tête où je me dis, waouh, j'ai vécu ça, tu vois. Et à chaque fois qu'on en parle, je dis d'ailleurs la même chose. Vraiment, je souhaite à tout athlète de vivre un tel moment un jour dans sa carrière. Donc, pas sûr de revivre ça samedi. Maintenant, voilà, je dis toujours qu'on a le meilleur public du monde, donc je pense qu'ils seront malgré tout me faire un bon accueil. Je rajouterais même à la fin, quand tu arrives et qu'il y a ton frère qui te prend dans les bras, ça colle parfaitement à la musique, tu sais. Le timing était incroyable, surtout que c'est une surprise pour moi, je ne pensais pas le voir là, tu vois. Donc, c'est pas, il m'a dit, ouais, t'inquiète, je serai devant et tout. Pas du tout. C'est-à-dire qu'au moment où j'arrive, je prends ce bain de foule qui est ouf, et tu sais, tu veux rester focus dans ton truc, mais tu peux pas ne pas réagir à ça, quoi, tu vois. Et donc, j'arrive, t'as un peu les poils et tout, tu te dis, waouh, ah ouais, c'est ça alors. Et puis, j'arrive devant la cage et là, je vois mon frère, donc on se prend dans les bras, etc. Et tout marchait, tout fonctionnait, tout le timing était bien, donc voilà. C'est intéressant, je trouve, de discuter aussi de ça avec toi parce que ce rapport que vous avez, les combattants français avec l'UFC Paris, forcément très particulier. Est-ce qu'en fait, tu vois, par rapport à un combat que tu as fait à Louisville ces derniers temps ou quoi, bah, tu mets plus de temps à choisir ta musique d'entrée, essayer de te dire, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire pour jouer avec le public, tu vois, est-ce que ça rentre un peu beaucoup plus en ligne de compte que dans d'autres endroits, même sans nous dévoiler ce que tu vas faire, tu vois. Mais Paris, ça change tout forcément, c'est-à-dire que là, tu sais que tu rentres dans une salle où le public est avec toi, et non seulement il est avec toi, mais il va te le faire sentir, tu vois, c'est-à-dire qu'il y a tu vas à Abu Dhabi, par exemple, tu as certains combattants qui ont le public de leur côté, mais il ne se passe rien dans la salle. Tu vois, il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de… Là, non seulement le public est avec toi, et t'inquiète pas, ils vont te faire sentir qu'ils sont avec toi. Donc, du coup, il y a un espèce de jeu un peu différent avec le public où tu sais qu'ils ont envie de te voir combattre. Je reçois des messages tous les jours de gens qui me disent « Ouais, on sera là, on va regarder, oui, défonce-le, bats-le, gagne. » Enfin bref, donc du coup, l'énergie, forcément, elle est différente d'un événement où tu combats ailleurs, aux États-Unis ou je ne sais où. T'as une petite surprise quand même sur la musique ou pas? Bon, sans nous la dire, mais t'as prévu un petit truc? Bon, on verra ça samedi.
Revenons au sportif, Taylor, 4e combat, si je compte bien, depuis ton retour à l'UFC. On sait que les contrats UFC sont de 4 combats. C'est ça. Est-ce que tu peux nous en dire quelque chose là-dessus? Est-ce que c'est déjà en négociation de re-signer? Est-ce que là, tu joues gros et tu as l'impression d'être un peu sous pression avec l'obligé de performer? On te rappelle que ta premier passage, tu étais à 3 victoires, 1 défaite et l'UFC t'avait pas re-signé. Et on est tous, je sais que même toi, tu n'as pas l'explication exacte encore à l'heure d'aujourd'hui. Comment tu te situes par rapport à ça? Écoute, je me situe bien. Voilà, je prends les étapes les unes après les autres. C'est-à-dire que pour le moment, faut qu'on se dise bien que il y a quelques semaines, j'étais même pas sûr de combattre parce qu'on avait du mal à me trouver un adversaire et que c'était un peu bancal, quoi, tu vois. Donc, du coup, on a confirmé ma présence sur la carte. Maintenant, je dois combattre, gagner. Et ensuite, après, on aura le temps de voir. Je laisserai mon manager gérer avec l'UFC. Mais ce que je veux dire, ces discussions n'ont pas encore eu lieu. Alors non, elles n'ont pas encore eu lieu. Donc voilà, et je laisserai mon équipe gérer tout ça. Si tu avais un feeling comme ça, tu te dirais, sans qu'on aille dans le détail, mais tu te dirais que ça va le faire? De rester, de continuer cette aventure à l'UFC? Ouais, je pense que c'est une UFC totalement différente de celle de 2015-2016. Alors, ça n'a rien à voir, ça c'est certain, ça n'a rien à voir. Le combattant que je suis également n'est pas le même qu'en 2015-2016. Donc après, oui, moi, le feeling que j'ai, je suis assez confiant. Maintenant, il faut quand même gagner, hein, c'est mieux, pour être plus confiant encore. Mais je suis assez confiant sur la suite. C'est intéressant ce que tu parles de l'évolution du combattant, parce qu'en effet, le Taylor Lapillus de 2015-2016, c'est pas du tout le même que celui qu'on voit aujourd'hui dans la cage de l'UFC. Mais j'ai l'impression que le Taylor Lapillus d'il y a un an est peut-être pas le même que le Taylor Lapillus qu'on va voir samedi. Non. Tu travailles beaucoup maintenant à l'US Metro avec Johnny Frachet depuis quelques temps déjà, ça fait pas seulement un an, mais voilà, ça commence à faire un bon bloc de temps que tu travailles avec Johnny. À quel point tu as l'impression d'avoir évolué, tu vois, dans ce nouveau cadre dans lequel tu es aujourd'hui? Je pense que j'ai évolué un peu partout, c'est-à-dire que j'ai évolué psychologiquement, mentalement, physiquement. C'est-à-dire que j'ai changé mes routines d'entraînement. Je m'entraîne beaucoup plus qu'avant, mieux même je pense qu'avant. Je pose beaucoup plus l'aspect psychologique également qu'avant. Et puis il y a aussi l'aspect nutritionnel, etc. Là, je suis encadré au quotidien par une nutritionniste de l'UFC. Et j'ai l'impression que progressivement, je commence à voir les fruits de tout ça. Donc je ne pense pas qu'on arrive encore... on n'a pas encore le bon Taylor, mais je pense que version finale. Voilà, il n'y a pas la version finale encore, mais je pense que ça devrait plus tarder. Et sur le plan pur technique, par exemple sportivement, tu as l'impression d'avoir progressé dans quoi là? Si on reprend par rapport à l'année dernière, tu vois, à l'UFC Paris, en quoi tu es différent? J'ai l'impression d'avoir progressé partout. C'est-à-dire que d'avoir progressé partout dans ma vision du sport et puis aussi dans ma compréhension, dans ma lutte, dans mon sol, dans mon striking, que j'ai l'impression d'avoir amélioré, d'avoir affûté encore plus un peu toutes mes armes. Tu vois, j'ai des bonnes mains, mais là, on a vraiment tout travaillé. Donc, j'ai l'impression d'avoir tout bossé. Et puis voilà, franchement, je me sens bien. Je me sens bien, on a fait un bon camp, on a eu des bons résultats, des bonnes sensations pendant le camp d'entraînement. Donc, voilà. Je ne vais pas te demander si tu vas venir commenter sur RMC Sport après ton combat, parce que je peux confirmer pour le coup que absolument tout le monde te le demande depuis qu'on est arrivé dans cette Fight Week, dans l'hôtel des combattants. Moi, je vais te la poser autrement en fait. Est-ce que ça ne te met pas une forme de pression en plus? C'est-à-dire que quand je vois les gens me demander ça, j'ai envie de leur dire, mais vous oubliez qu'il a un combat avant, que dans un combat tout peut arriver, qu'il peut se blesser, même en gagnant le combat, tu peux te blesser et devoir aller à l'hôpital. Tu vois, est-ce que ça rajoute pas une forme de pression que tu es un peu le monde entier qui te dise, on a envie de revoir ça et on a envie que tu commentes après ton combat? Écoute, ce que je me dis, c'est qu'ils aiment beaucoup mes commentaires. Déjà, ça doit être ça. C'est qu'on doit beaucoup m'aimer aux commentaires. Et après, non, je pense que c'est un truc tellement original. Je sais pas si ça avait déjà été fait, tu vois. Mais c'est tellement original que forcément, les gens se posent la question, quoi. C'est-à-dire que c'est un fait un peu marquant où on se dit, attends, il avait combattu et il avait commenté. Donc, du coup, on est curieux de se dire, est-ce qu'il va remettre le couvert cette année? Et ouais, non, c'est une question qu'on me pose beaucoup. C'est-à-dire que même l'UFC me l'a posée. Donc, voilà, c'est une vraie question qu'on me demande. C'est marrant que l'UFC te l'ait posé, j'allais venir là-dessus en fait, parce que ça rejoint un peu notre discussion sur est-ce que tu vas re-signer ou pas. J'ai l'impression que tu représentes en fait beaucoup plus pour l'UFC que tu représentais dans ton premier passage. Oui, ça c'est-à-dire que symboliquement, tu es un des visages du MMA français, tu es le commentateur, le consultant phare de la chaîne qui diffuse l'UFC en France, et qu'en fait, tu vois, tu représentes plus qu'un combattant pour eux. T'as ce feeling-là aussi quand même? Ouais, si, j'ai ce feeling-là, clairement. Je le ressens et je le vois de toute manière.
Très sincèrement, l'UFC a fait des pieds et des mains pour me maintenir sur la carte. C'est-à-dire que, très honnêtement, ils auraient juste pu dire, OK, on le rebook ailleurs. Comme il y a eu pas mal de combattants de ma catégorie qui ont eu des soucis sur leur fight récemment, et ils ont tous été rebookés. Tu vois, et moi, j'ai eu la sensation qu'il y a eu quand même une vraie prise de tête pour pouvoir me maintenir. À chaque fois là où on commençait à se dire, bon, là, peut-être que ça sent un peu mauvais et tout, bah, eux, ils ont toujours été dans leur même ligne de conduite de dire, non, non, il va combattre. Il va combattre. Et à la fin, bah, il signe quelqu'un pour pouvoir m'affronter. Donc, c'est quand même assez révélateur. Après, voilà, la vérité d'aujourd'hui n'est peut-être pas celle de demain, mais là, tout de suite, je me dis, bon, voilà, il y a plus de considération pour moi à l'heure actuelle à l'UFC que j'en avais en 2015 ou 2016. Et deux dernières questions, Taylor. La première, elle est sur ta catégorie. Tu sais qu'on en a déjà parlé ensemble souvent, que moi je considère que les bantamweight, les moins de 61, c'est une des meilleures catégories, voire sans doute la meilleure à l'UFC Ouais, en moi termes aussi, de je considère densité ça, de mais combattants. quand je le Est-ce dis, que c'est on me toujours dit le que je cas suis pas, Tu penses toujours ça, toi? Bah oui, moi je pense toujours ça. Et quand je le dis, on me dit ouais, non, mais je suis pas objectif. Mais Pour ça que je te dis, j'assume mon moi, avis là-dessus. moi, je pense que c'est actuellement la KT la plus relevée. C'est une KT compliquée. Cette KT des bantamweight, des 61 kilos. Donc voilà, avant il y avait de la place, clairement. C'était un peu plus aéré. Là aujourd'hui, elle est très 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 dense. Il y a des combattants très compliqués qui sont même pas dans le top 20, même pas dans le top 30 et qui restent des combattants difficiles. Donc voilà, plus que jamais, je maintiens que cette division est actuellement la plus relevée. Et ta division, elle a un nouveau champion depuis Ouais. quelques jours avec Ouais. Merab Dvalishvili. Qu'est-ce que tu penses du champion? C'est 10 victoires de suite ou 11, je sais plus, c'est une galère quand même. Eh bien Merab. écoute, si tu regardes mon analyse sur la carte d'RMC, moi c'est ce que je voyais en fait. Je voyais vraiment une victoire de Merab. Après, je pensais que ça allait être un peu plus difficile dans les 2 premiers rounds. Parce que pour moi, c'était indéniable qu'il allait prendre des coups et que du coup, il fallait juste survivre aux frappes de O'Malley, mais là, il n'y en a même pas eu, quoi, tu vois, donc, enfin, il n'y en a même pas eu vraiment, donc du coup, voilà, pas de surprise, ça s'est globalement passé comme je l'avais en tête, c'était soit il le connecte R1, R2, soit sinon, ça allait être une soirée difficile. Il peut régner longtemps, Merab? Bah, Oumar est peut-être un problème quand Le même. problème, c'est Oumar C'est Nurmagomedov. c'est le même Ouais. style, avec un striking peut-être un peu plus complet. Et puis, voilà, avec un grappling très élevé également. Donc, il y aura une vraie compétitivité entre les deux. Après, voilà, et Merab est champion. Peut-être que ça lui apportera quelque chose en plus sur la gestion de l'événement, du stress, etc. Et à voir aussi comment il gère le fait, puisque Khabib sera probablement dans le coin de Oumar. Et c'est indéniable, quand les mecs voient Khabib dans leur coin, dans les coins d'en face, bon, t'en as certains qui tremblent un peu des jambes, tu La vois. barre de vie, elle gagne un peu, Ah, ouais, c'est c'est ça, direct. ouais. Ouais. Ils ont un peu, il a cet effet-là, c'est indéniable, tu vois. C'est-à-dire que les mecs qui sont là, ils sont tous invaincus, ils défoncent tout le monde. Donc du coup, ouais, quand tu vois Khabib dans le coin des athlètes, t'en as certains qui perdent un peu leurs moyens. Je pense que c'est ce qui est un peu arrivé à Sean Brady, par exemple, lorsqu'il a affronté Belal Mohamed, tu vois. Donc du coup, voilà, peut-être il faudra gérer aussi cette donnée-là, mais il est champion, donc à voir. Et pour finir, la question qu'on a posée aux 9 représentants français qui seront à l'UFC Paris samedi soir, Accor Arena, Taylor Lapillus, Vince Morales, ça se termine comment ce combat, Taylor? Par une victoire de Taylor Lapillus. La manière? On verra, ça dépend de Vince, selon ce qu'il m'offre. Mais une victoire de Taylor Lapillus. Merci Taylor et plein de force pour samedi. Merci. Salut à tous, on est avec Nora Cornol qui va ouvrir la carte de l'UFC Paris, côté français en tout cas, samedi soir à l'Accor Arena de Bercy. UFC Paris 3e édition, puisqu'elle affrontera Jacqueline Calvancati et c'est la première française, tous sexes confondus, qui sera à l'œuvre dans ce travée de Bercy pour cette UFC Paris 3e édition. Nora, on sait que tu avais un combat prévu contre Germaine de Randami, Ouais. qui est ancienne championne UFC, qui vient du pied-point comme toi. On s'attendait à une guerre phénoménale. On se retrouve avec Jacqueline Calvancati. Il y a une histoire, on va en parler entre vous deux. Un peu déçu quand même que ce soit pas Germaine? Bah oui, je vais pas mentir, je suis complètement déçue. Je suis vraiment très déçue. Puis tu sais, comme je dis à chaque fois, ma peur, c'est c'est même pas moi que moi je me blesse, c'est que mon adversaire se blesse, tu vois. Et
quand je vois ça, je me dis, puis, mon manager qui m'appelle à 8h du matin, si je me réveille, je me dis, ouais, non, je me dis, j'ai pas envie de répondre parce qu'il m'appelle pas à 8h du matin normalement et il insiste et je dis, non, je veux pas répondre, je veux pas entendre ça. Et ouais, non, franchement, ouais, non, franchement, je vais être honnête, j'en ai pleuré. C'est parce que je me dis, voilà, Germaine, c'est quelqu'un, ceux qui connaissent le sport savent que, non, c'est incroyable, quoi. Comme je dis, moi, c'est aussi pour prendre des noms, tu vois. Et Germaine, Holly Holm, que j'aurais peut-être jamais l'occasion d'affronter non plus, tu vois. Il y a qui encore? Il y a Misha Tate, tu vois. C'est vraiment les combattantes, les femmes qui ont marqué la catégorie, qui ont marqué l'histoire de l'UFC, tu vois. Donc ça fait un moment qu'elles sont là. Je vais arrêter avec les tu vois, promis. Donc, c'était pour le nom aussi, donc pour ce statut qu'elle a, et aussi pour le match-up qui te plaisait bien? Bah, le match-up, oui, parce que, bah, comme tu l'as dit, elle vient du pied-point, je viens du pied-point. J'ai jamais eu l'occasion de la rencontrer en pied-point. Et c'est vrai qu'en termes de style, j'aurais bien aimé voir ce que ça donne, qui aurait été plus MMA entre guillemets, est-ce qu'on serait resté debout donc et puis oui, tester mon pied-point aussi, hein, quoi. Je veux dire, c'est pas n'importe qui. Tu testes au plus haut niveau, c'est ouais, bah ouais, ça me mettait des étoiles dans les yeux parce que moi je voulais vraiment qu'on se casse la gueule, quoi, tu vois. Mais bon, voilà, peut-être que j'espère qu'elle se remettra vite. Elle s'est cassé le pied, elle s'est fait, je sais pas quoi, un des doigts et C'est un combat qui t'intéresse encore pour plus tard? bah ouais, en espérant qu'elle reste dans le classement, parce que C'est si ça. elle sort du classement, bon. Selon la situation, Ouais, voilà, quoi. c'est ça. Mon objectif premier, ça reste quand même de monter dans le ranking et d'aller chercher ce title shot, tu vois. Si je dois faire un choix entre les deux, parce que j'ai plus 20 ans non plus, donc ouais, à un moment, il faut aussi choisir ce qui nous apporte le plus. Tu te retrouveras avec Jacqueline Calvancati. Ouais. Il y a une histoire, je disais, entre vous deux. Déjà, vous étiez toutes les deux sur l'UFC Paris l'an dernier. On se rappelle, elle avait affronté Zara Fern. C'était la seule défaite française de l'UFC Paris l'an dernier. C'était vos débuts toutes les deux à l'UFC. En conférence de presse, tu en avais parlé. Puisque, en fait, c'est ton premier combat de MMA, Jacqueline Calvancati. Ouais. Ta seule défaite pour l'instant Ouais. en carrière, Ouais. pour ton premier combat professionnel. Et tu avais dit, moi, ce que j'aimerais, c'est la retrouver au sommet, qu'on fasse C'est notre ça. bout de chemin et qu'on se retrouve pour une ceinture ou dans le top 5 pour se disputer une place de Exactement. challenger, par exemple. Comment tu le vis de la retrouver maintenant, aussi vite? Est-ce que ça te plaît quand même, tu vois? Comment tu vis ce changement d'adversaire? Bah honnêtement, on avait d'autres noms en tête. Je vais pas, voilà, je vais pas mentir, on avait d'autres noms en tête et des noms classés forcément. Les noms du top parce 15, que- ouais. C'est ça, exactement. Parce que vraiment, moi, j'avais déjà ma route, quoi, avec le deuxième contrat et compagnie. Et je me dis, fin du deuxième contrat, la logique voudrait que si je bats tel, tel et tel, et ben à un moment, la logique veut que j'accède à une place de challenger et que je puisse prétendre au titre, tu vois. Donc étaler sur tous ces combats. Sauf que là, elle n'est pas classée. Moi, je suis plus proche du top 15 qu'elle, même si c'est à quelques places près, elle compte en fait. Et ouais, non, dégoûté. Maintenant, j'avais l'opportunité de soit je prends Jacqueline, soit je ne suis pas sur Paris. Je veux dire, le choix, il est vite fait. Il n'y a même pas eu de débat dans ta tête. Non, Ouais. c'est à un moment, sinon je combats pas. Non, si, je vais combattre. Ça fait 2 mois que je suis en camp. Si, je vais combattre. Et même n'importe qui, je combats en fait. Donc honnêtement, forcément, j'avais un stress par rapport à Germaine. Et là, tout le monde a du stress. Et là, c'est un stress d'ordre différent pour Jacqueline. Plus de pression? Je sais pas justement en fait, parce que Jacqueline, je pense pas qu'elle soit plus forte que Germaine par exemple, tu vois. Mais par contre, en fait, à cause de l'antécédent, je me laisse vraiment pas... comment on dirait là, je me laisse vraiment pas du tout la place à la défaite. Enfin, bien que je ne laisse jamais la place à la défaite, tu vois, mais là, non, c'est pas possible. Je peux pas perdre 2 fois contre la même fille. Et puis, on est vraiment sur la même lignée, comme tu l'as évoqué. On a signé en même temps. On a commencé en même temps, on est dans les mêmes eaux. En plus, on vient des mêmes sports debout, du pied-point. Et on a les mêmes objectifs en fait. Donc en fait, c'est un peu qui prendra la place à qui. Il y en quoi. a une des deux qui passe, quoi. C'est ça, exactement. Et qui laisse l'autre derrière. Et qui va me mettre une vitesse. Non, on me met pas de vitesse. Depuis que tu as eu le nouveau nom de l'adversaire, je suppose que vous avez avec ta team aussi observé bien ses combats. Tu as l'impression que tu as plus évolué toi en tant que combattante de MMA que elle depuis ce premier combat ensemble? De ce que je peux voir de ses combats, de ce qu'elle fait dans la cage,
ce que je peux produire dans la cage, oui, je pense que j'arrive mieux à exprimer. Maintenant, en termes d'évolution, je sais pas, je la vois pas au quotidien. Maintenant, si je dois vraiment me focaliser sur moi, ma marge de progression, elle est incroyable. Vraiment, pour que je le dise de moi-même, c'est que vraiment, je m'en suis rendu compte que bien sûr, mes coachs me l'ont dit, mais je, je- je suis le jour et la nuit avec la combattante de l'année dernière, par exemple. Je suis devenue beaucoup plus complète. Avec Johnny, avec Diego, on a bossé tous les aspects lutte que j'avais pas forcément vu que je venais du striking, surtout les transitions, parce que l'année dernière, j'étais avec 3 coachs différents pour 3 niveaux différents. Quand là, il y a Johnny voilà, qui peut visualiser le tout et assembler les pièces du puzzle aussi. Donc, c'est Johnny Frachet, on rappelle, hein, à l'US Johnny Metro. Frachet. Ça, C'est l'unique. ça te fait du bien d'être dans cette team aujourd'hui, Ouais. qui est une des teams qui rassemble le plus de noms en France. Enfin, je sais que nous, on les appelait les Avengers parce que voilà, il y a des grands noms de partout dans cette salle. Tu sens que t'es dans le cadre parfait pour progresser encore plus vite. Franchement, ouais, pour moi, je suis dans le cadre, ouais, je suis vraiment dans le cadre parfait. Moi, c'est vrai que j'ai un objectif quand je rejoins une team, c'est pour ne pas la lâcher. Et tu vois, c'est quand je commence, j'aime bien écrire l'histoire avec. Après, parfois, il y a des choses qui fonctionnent pas, ce qui fait que je n'ai pas gardé ma première team. Mais là, vraiment, je sens que, comme je le dis souvent, en fait, c'est bien de s'entendre au niveau sportif, mais il y a tous les autres niveaux qui comptent, en fait. Et avec Johnny, en fait, c'est le côté humain, quand tu as des bonnes personnes en face de toi en fait et qui veulent ton bien autant que tu veux leur et qui veulent vraiment, enfin qui voient vraiment ce côté où on va aller chercher ensemble sans intérêt outre ou quoi, vraiment on va aller chercher ce qui nous revient à nous en tant que team, ouais, c'est vraiment notre clan. Et puis en plus, tu vois, moi, Redouane Hammer, qui est mon coach de Muay Thai depuis le début et qui m'a suivi, il s'est aussi accroché parce que c'était la condition sine qua non, c'est Redouane avec moi, sinon je vais nulle part. C'est une bromance avec Johnny, donc c'est ça qui est génial. Donc quand ça marche au niveau humain, ça marche forcément au niveau sportif, et quand bien même il y aurait des choses où ça peut ne pas s'entendre, c'est jamais arrivé, mais quand tu as le côté humain qui fonctionne, il y a tout qui est résolvable, quoi. Et cette évolution de combattante, tu le disais que tu n'es plus la même du tout que par rapport à l'UFC Paris dernier. On le rappelle aussi pour ceux qui ne savent pas, mais Nora Cornol, c'est pas énormément d'expérience encore en MMA. Ça fait 3 ans, je dis pas de bêtises, que tu as commencé cette discipline. J'ai un grand âge, mais je dis je suis encore un bébé dans le game, hein, on va pas se mentir. Hein. Oui, totalement. Et à combien tu évaluerais ta marge de progression encore? Tu dirais que tu es à quel pourcentage de la version finale de Nora Cornol MMA? Je pense que je suis qu'à la moitié. Je pense que je suis Un qu'à la petit moitié. 50%. Ouais, un petit 50%. Et si je continue à m'entraîner de la sorte et à réussir à maintenir ma santé, il n'y a rien qui peut m'arrêter, je pense. Mis à part si un matin je me réveille et je me dis oh, j'ai plus envie. Mais on n'en est pas du tout là. J'ai des grandes ambitions, comme tu sais, à l'UFC et je compte bien les atteindre. Germaine de Randami, si tu la battais, c'était clair et net, tu étais dans le top 15. Peu importe la manière dont tu gagnais, ça pouvait être une décision à l'arrache, c'était top 15, elle était classée. Jacqueline Calvangati, tu l'as dit, elle est plutôt derrière toi, si on regarde le classement. Ouais. Tu t'imagines qu'il va falloir mettre un point d'exclamation sur une victoire pour pouvoir rentrer dans le top 15, ou que ça se fera quand même, peu importe la manière? Tu sais, aujourd'hui, pour être très honnête avec toi, je n'ai aucune idée de ce que sont les projets de l'UFC pour moi, comment ils m'apprécient et comment ils ont envie de me voir dans le classement. Je vois comment les classements peuvent bouger et je comprends pas toujours. Bon, forcément, il y a des fights qui ont lieu, donc les classements, ça bouge un peu. Par exemple, quand on m'a proposé Germaine, elle était 15, là, elle est passée 13. Donc j'étais en mode, trop bien, tu vois, je fais monter encore plus haut. 2 places, c'est 2 places, en fait. Et je vois qu'en numéro 15, ils ont mis Ailén Pérez, qui ont mis plus en avant que moi sur la carte. Qui combattra sur cette UFC. Ce que je ne comprends pas forcément, sachant que aux dernières nouvelles, quand j'avais regardé, elle était 10 places de tapologie, sur tapologie en dessous de moi. Et là, il la met top 15 et je ne comprends pas. Et c'est pour ça que je n'arrive pas à percevoir la logique, si ce n'est les critères extra-sportifs qu'on ne citera plus de toute façon concernant certaines femmes, mais que te dire, et il va falloir taper tout le monde, hein. Je crois qu'on sait un peu de quoi tu parles sur Ailén Pérez. Mais je t'invite à regarder comment se font les classements, tu seras très surprise et tu comprendras mieux pourquoi c'est parfois incompréhensible, parce que voilà. Je me rapprocherai de toi pour que tu donnes un petit tuto. Quand on voit la liste des votants, il y a parfois des gens qui n'existent plus ou qu'on ne sait pas comment mettre la main dessus. Enfin voilà. Non mais je sais, tout comme tu as des absences depuis des années,
années et puis tu as des personnes qui restent, quoi. Et malgré tout, bah, moi, je les demande, ces personnes-là. Bah, très bien, toi, t'es numéro 11, tu fightes pas, viens. Non, mais non, écoute, ça a pas l'air d'être aussi simple pour matcher. Le dernier thème, c'est que je voulais aborder, c'est ta KT. Une semaine après ton combat, il y a le titre de ta catégorie des moins de 61 qui est au féminin, qui sera entre la championne Raquel Pennington et sa challenger Juliana Peña, qui n'a pas combattu depuis 2 ans. Elle n'a pas combattu depuis 2 ans, elle sort d'une défaite contre Nunes, mais elle est quand même balancée pour le titre. C'est un symbole pour moi d'une catégorie qui est très ouverte, où les grands noms sont plutôt sur la fin. On a Kayla Harrison qui sera sur la même carte, qui est la star, double championne de judo. On sent clairement que l'UFC veut la faire monter, que le prochain combat d'après, si elle gagne là, ce sera pour le titre et qu'ils veulent en faire la championne de ces moins de 61, sans doute avec l'idée de refaire revenir Nunes un moment pour un super fight avec elle. Comment tu vois cette catégorie? Pour toi, c'est ce que je viens de dire, c'est hyper ouvert. C'est nous, souvent on dit, avec les Français de l'UFC, que Oumar Sy chez les hommes a un peu un boulevard parce que cette catégorie est très ouverte. Franchement, de tous les Français à l'UFC, je pense que la personne qui a le plus grand boulevard, c'est Nora Cornol. Parce que cette catégorie, vraiment, pour moi, elle est en plein mouvement, en plein changement. Comment tu vois ça? Eh ben, comment je vois ça? Il y a la place pour monter vite? Il y a la place pour monter vite, comme je te l'expliquais par rapport au projet que j'avais concernant mes contrats. Maintenant, clairement, tu as toujours des choses qui peuvent arriver ou peuvent être, entre guillemets, empêchées. Tu vois, on fait souvent des prédictions pour certains ou certains, mais la réalité, c'est qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans la tête des matchmakers de l'UFC. Tu vois, enfin, pour beaucoup, Manon aurait déjà dû combattre pour le titre il y a un moment. Et tu vois le temps que ça a pris. Et enfin, normalement, parce que normalement, on voudrait qu'elle combatte contre Valentina, ce qui serait la logique des choses, la logique des événements, en fait. Maintenant, bon, l'UFC a fait un tour dans son sac, donc je ne sais pas comment il pense. Pour en revenir à ma catégorie, tu l'as dit, c'est pour faire monter Kayla. Je veux dire, elle est arrivée, voilà, elle a battu Oli et elle a été 4 ou 5 directs pour monter encore plus, pour effectivement combattre sur la même carte que pour le title. On voit la logique où ils vont. Ouais. C'est ça. Donc maintenant, est-ce qu'ils vont laisser? Parce que tu vois, il ne suffit pas de call out les gens, ou il ne suffit pas de vouloir les combattre, il faut que l'UFC veuille aussi, en fait. Donc c'est qui veulent préserver, qui veulent challenger, qui veulent faire monter. Donc pour l'état de la KT, oui, je te dirais que c'est ouvert parce qu'il y a beaucoup de noms poussiéreux et de personnes qui n'ont plus rien à faire dans le classement. Et où concrètement, que ce soit moi, que ce soit Jacqueline, que ce soit même une Aileen, finalement, voilà, ça a sa place clairement. Même si Aileen, c'est. Voilà, hein. Mais tu vois, Jacqueline ou moi, pour moi, on a des niveaux top 10 concrètement quand tu regardes l'état de la KT 61. Et c'est pour ça que je trouve ça un peu triste aussi de. Tu vois, je veux dire, pour en revenir à ça, c'est top, tu vois, d'avoir la revanche à Paris. C'est vraiment, même si c'était dans les Yvelines la première fois, là, c'est Paris, c'est Bercy, c'est l'UFC, c'est le public avec moi, avec un public, parce qu'il n'y a pas de public pour notre premier combat. Mais voilà, c'est pas à la hauteur de la valeur qu'on a vraiment pour moi quand tu regardes la catégorie. Donc, mais le clin d'œil est joli, comme tu le disais. Votre premier combat, c'était dans une petite salle dans les Yvelines. Ouais. Là, c'est à Bercy pour l'UFC Paris. Il y a eu un level up chez les deux, clairement. Ouais. Et pour finir sur cette KT, ce combat dont je parlais, Pennington-Peña, là, quand tu vois ces femmes-là combattre, tu te dis, je suis pas si loin que ça, finalement. Tu vois, tu disais, j'ai le niveau top 10 pour moi. Donc Et je vais te dire, je vais être sincère. Pennington-Peña, pour moi, c'est pas du très haut niveau. Je vais parler clairement. On est bien d'accord. Non, mais voilà, je veux dire, n'ayons pas de langue de bois. C'est une réalité ce que tu dis. Moi, Pennington, je la trouve pas incroyable. Peña encore moins. Ce qui est chiant chez Peña, c'est à la rigueur sa taille ou machin, ou que ça peut partir un peu n'importe comment. Parce que pour moi, c'est une nana, enfin, sans lui manquer de respect, elle sait pas boxer en fait. Tu vois, elle sait pas boxer. Bref. Et concernant Raquel, je t'avoue que je me suis pas encore intéressée de fou à son style, mais je crois qu'elle est bien partout sans être impressionnante pour autant. Mais encore une fois... tu te dis pas il y a un monde d'écart. Non, je me dis juste... La seule chose que je me dis concernant ces combattantes, c'est qu'elles ont plus d'expérience. C'est une réalité. Et c'est ce que je me dis pour l'ensemble des filles de ma catégorie. C'est quoi la différence entre elles et moi? C'est que concrètement, il y en a qui sont dans le game depuis 10 ans. Moi, je suis arrivée il y a 3 pauvres années, tu vois. J'essaie encore de gérer les règles, de pas taper dans la tête quand il y a 3 appuis au sol, tu vois. Donc... Concrètement, non, je me dis c'est l'expérience. S'il y a quelque chose où je peux me faire avoir, c'est parce que l'expérience, l'analyse dans l'instant, quoi. Mais sinon, non, franchement, par rapport à mes armes, j'ai des armes qu'elles n'ont pas en fait. Et quand tu te projettes un peu, si tout va bien dans ton plan et que ça suit la cour, que les victoires s'enchaînent, tu te dis que quand tu arriveras au moment d'être challenger,
la championne, ce sera sans doute Kayla Harrison. Ce sera seulement elle qu'il faudra battre. Ouais, on se dit un peu la même chose avec mon coach. Mais ce qui est Ouais. cool, parce qu'à la limite, Ouais. tu le sais un peu. Ouais, c'est ça. Et En tu plus, peux te préparer en fonction. Exactement, même commencer à y penser, pas te Bien préparer sûr. spécifiquement, mais commencer Ouais. un peu à y penser. Comme Manon, je sais, nous disait depuis des années, et c'est cool parce que ça va arriver, elle pensait à Shevchenko Valentine, depuis ouais. des années. Ouais. Moi aussi, hein. Même quand elle a pris la ceinture grâce à eux, j'ai dit non. Et puis Manon, c'est quelqu'un que je voulais voir contre Valentina. J'ai hâte de voir ce combat. Et parce que pour moi, Valentina, même si voilà, forcément, elle gagnait, tout le monde l'aimait, elle a perdu la ceinture et machin, donc les gens étaient moins hypés par elle. Mais Valentina, ça reste une combattante de très haut niveau, quoi, tu vois, de haut vol. Et enfin, moi, pareil, tu vois, je la voyais en 2015 à l'IFMA, elle éteignait tout le monde, tu vois, tu la regardais comme ça avec sa sœur. Comment elle a fait sa transition en MMA, c'est juste incroyable, quoi. Mais pareil, ouais, pour en revenir à ma catégorie, de toute façon, quand on se prépare pour un combat, je vais te dire franchement, on se prépare pour la combattante. Tu vois, tout comme là, le changement germaine à Jacqueline. à Jacqueline, merci. Je me prépare pour tout le monde en fait. Je me prépare à être meilleure partout. Après, c'est de l'adaptation de stratégie, tu vois. Donc, soit tu y arrives, soit tu n'y arrives pas. Soit effectivement, tu peux te faire surprendre sur le moment. Et ça, c'est encore autre chose. Mais au quotidien, moi, je travaille pour aller au plus haut niveau et pour être le plus complète possible et ne pas manquer, que ce soit dans l'adaptation au striking, dans la lutte, dans le sol. Non, tu vois, c'est vraiment être armé partout et avoir que des solutions et pouvoir battre tout le monde en fait. Mais je te le posais aussi dans le sens, Ouais. l'idée que ce soit Kayla, si Et c'est ouais. ça, Ouais. qui est une double championne olympique de Ouais. judo, donc il vient pas du même monde que Oui, toi, d'accord, ok. ça te donne envie, c'est même d'un point de vue, le boss final, Confrontation, ouais. c'est une double championne olympique de judo. C'est marrant parce que je la vois comme ça, vraiment final boss avec son physique et tout, qui est quand même impressionnant. On va le souligner, on va pas faire voilà, on va pas mentir. Hein. On sait pas. Enfin voilà, si elle a des gènes incroyables, tant mieux pour elle. Si c'est autre chose, tant mieux pour elle. Mais effectivement, l'idée que ce soit elle, forcément, je réfléchis à comment on la bat et déjà, genre la stratégie, comment la battre. C'est passionnant même. En fait. Ouais, non, mais ouais, parce que tu réfléchis, c'est comme la clé d'une énigme, bien que ce soit pas une grande énigme, parce qu'on voit, comme tu dis, son style, on voit quels sont vraiment ses points forts, mais dans tous ses points forts, il y a aussi beaucoup de points faibles, tu vois. Donc, ouais, c'est intéressant à visualiser, vraiment très intéressant. J'ai 2 dernières questions et la première, ça va être un truc pur journaliste. Mais parce qu'en fait, vous êtes les seuls avec qui je peux faire un fantasme à ce point-là. Vas-y, Est-ce que franchement, exprime-toi. Est-ce que l'ultime truc, c'est pas Manon Fiorot, championne des moins de 57, Nora Cornol, championne des moins de 61, Ah là là, j'attendais que et quelqu'un Manon me pose Fiorot, cette question. et Manon bien Fiorot décide évidemment. d'aller chercher une deuxième ceinture et le main event de l'UFC Paris en 2026, c'est Fiorot Cornol, championne contre championne. Ce serait incroyable. Franchement, ce serait incroyable. T'aimes le scénar? Ah ouais, j'aime le scénar, j'aime beaucoup. Vu qu'elle a quand même parlé de la catégorie des 61 à un moment, C'est pour ça que je bien te pose ça. évidemment, je sais bien. Mais bien entendu. Et je pense que le public, il serait fou, quoi. Ça veut dire que toutes les deux, on a réussi à faire le taf dans nos catégories, il n'y a plus de discussion, et que du coup, le seul scénario possible pour affronter les deux femmes les plus fortes dans ces catégories-là, c'est les deux françaises. Tu te rends compte pour la France? Pour le MMA français? Pay-per-view, Stade de MMA France. français féminin? On Ouais, envoie ouais. la totale, hein, on C'est envoie grave. la totale. Ça, Stade de c'est sûr. France, ramenez le Stade de France. Non, mais voilà, il y a beaucoup de si pour y arriver, mais ouais. c'est un Non, mais scénario. ouais, Et c'est le seul qui est faisable en fait, parce Ouais. que c'est la seule qui parle de monter dans une autre catégorie Ouais, une ouais, fois qu'elle. ouais. Donc il y a un vrai chemin Ouais, qui ouais, existe non, carrément, possible carrément. pour ça. Et ma dernière, elle est simple, samedi soir, ouverture pour les Français à l'Accor Arena de Bercy, Nora Cornol contre Jacqueline Calvancati. Comment ça se termine, Nora? Un KO deuxième round, ce serait intéressant. Ça, pareil, c'est dans. Je veux dire, fantasme, non, on fantasme pas. On met des choses en œuvre et on met des projets en place. Mais dans tous les cas, je sais qu'avec Jacqueline, ce qui m'excite particulièrement pour ce combat, c'est que je sais qu'elle s'est préparée dur. Mais c'est préparé dur, c'est-à-dire que c'est pas comme des frustrations que j'ai pu avoir quand j'étais dans d'autres orgas où tu sais pas trop si les filles elles ont bossé à fond ou quoi et que ça va être, sans leur manquer de respect, un peu facile. Mais là, je sais qu'elle s'est entraînée dur. Je me suis entraînée dur et on va livrer une guerre atomique. Et ça, j'en ai la certitude, en fait. Bon, après, ça reste un sport de combat. N'importe qui peut se faire surprendre dans les premières minutes. Ce serait très dommage. Mais vraiment, non, une guerre atomique. Mais
Je te confie quelque chose, Alex. J'ai du sang dans la bouche depuis 2 semaines. Je suis laser focus comme je ne me suis jamais sentie. Je vais te dire depuis mes années Muay Thai, mais je vais te dire de ma vie, en fait. Je me lève, j'ai l'impression d'être drivée par un truc qui est presque inhumain, comme si que j'étais pas moi-même. Et J'ai envie de dire bonne chance Jacqueline. Bonne chance Jacqueline, et je pense que ce combat pour ouvrir pour les Français, ça va enflammer J'espère. Bercy avec le style qu'on connaît de Nora et de son adversaire pour le coup. j'espère vraiment. Merci beaucoup Nora Cornol Merci et à plein toi, de force Alex. pour samedi soir. Merci beaucoup. Merci. Salut à tous, on est avec Fares Ziam qui sera sur la carte principale de l'UFC Paris, 3e édition ce samedi soir à l'Accor Arena de Bercy. Il sera même en ouverture de la carte principale contre l'Américain Matt Frevola. Déjà, première question un peu bateau, Fares, mais comment ça va cette approche de l'UFC Paris? Toujours un événement particulier pour vous les combattants français. Ouais, toujours. Content d'être là. Et puis, franchement, content d'être en main card aussi. Début de main card, ça veut dire que je lance le bal pour les gros combats. Donc, je suis content et j'ai hâte. On a fait hier, on a eu Matt Frevola en interview Ouais. et il disait, on en parlait avec lui, c'est un super combat pour ouvrir la carte. Parce qu'en plus, Matt Frevola, on sait le rapport qu'il a avec le public français. On sait que toi, tu seras aussi Ouais. beaucoup soutenu. On pense que stylistiquement, ça peut donner une belle guerre dans la cage. Tu es d'accord avec ça, que c'est un bon petit bonbon pour ouvrir la carte, ça? Ouais, franchement, ouais. Ça va être un beau combat. Moi, je suis serein en plus. Donc, j'ai hâte d'y être. Comment tu as réagi quand l'UFC t'a proposé Matt Frevola? On sait que Matt Frevola, l'année dernière, était encore dans le top 15 chez les moins de 70, Ouais. cette caté ultra dense, comme on le dit souvent. Puis après la défaite contre Benoît Saint-Denis, il était sorti du top 15, mais c'est quelqu'un qui est entre 20 et 15, donc qui est tout Ouais. proche de ce top 15. Comment tu as réagi? Tu étais heureux d'avoir cette proposition d'un tel adversaire pour Paris? Franchement, je me suis réveillé le matin, c'était genre 8 heures. Je reçois le message de mon manager. Il me dit Fares Ziam contre Matt Frevola. J'ai juste envoyé let's go. C'est tout, j'étais prêt, je suis prêt pour un adversaire comme ça. Même si ça aurait été un gars plus haut encore, j'aurais dit oui, quoi qu'il arrive. Donc Frevola, il ne m'impressionne pas, je sais qu'il est redoutable, je ne le sous-estime pas. Mais j'étais content d'avoir ce fight. Et j'aurais préféré l'avoir l'année dernière, mais je l'ai cette année, c'est bon. On rappelle que tu étais blessé après ton ça. combat à Londres, donc tu n'avais pas pu être du deuxième UFC Paris, tu étais dans le premier en 2022, mais Ouais. il y avait eu un manque l'année dernière que tu vas rattraper cette année. On va le rattraper, ouais. Stylistiquement, qu'est-ce que tu penses de ce match-up et de Matt Frevola? On le connaît pour le coup, même les fans français, à cause de ce combat contre Ouais. Benoît Saint-Denis notamment. Qu'est-ce que tu penses de ce match-up? Bah, je pense que déjà, ça va être un combat engagé. Lui, quand il revient d'une défaite, il a faim de victoire. Mais je pense que ça, c'est tous les combattants. Hein. Mais il va aller de l'avant pour essayer de finir le combat rapidement. Et je pense qu'il ne va pas réussir parce qu'il ne va pas réussir à trouver la distance. Il va la casser, il va se jeter, il va se faire contrer et c'est là qu'il va reculer. Et dans ces combats, quand il se fait toucher, quand il avance beaucoup comme ça, quand il se fait toucher, bah, après, il accepte la pression. C'est un combattant qui a beaucoup de victoires au premier round et Ouais. qui a aussi des défaites au premier Oui. round. Donc on voit ce style, tu vois, on résume tout avec cette phrase-là. C'est vrai. C'est un combattant contre lequel on peut briller. Je sais qu'on va pas t'embêter avec cette histoire de finish où on Ouais, t'embête ouais. à chaque combat. Et en fait, plus on veut le finish, moins il arrive. Il faut Voilà, le faire c'est venir ça. naturellement. Mais tu as Mais l'impression il est que c'est un possible. style pour briller? Ouais, carrément. C'est même pas que c'est un style pour briller, c'est un combattant renommé à l'UFC. Donc forcément, de battre Matt Frevola, même si ça aurait été ailleurs, bon là c'est chez moi, donc on va dire que je suis un peu plus avantagé quand même, mais c'est top pour ma carrière. C'est un combat qui va tu penses qu'il peut mener au top 15 ou juste avant le top 15 en cas de victoire? Ça va dirais- peut-être dépendre de la manière. Ouais, moi je dirais il y a ça, et je dirais que c'est juste avant le top 15, mais j'affronte un top 15. Il a été top 14, donc il a ce niveau-là, il a été là-bas, donc pour moi c'est comme si j'affrontais un top 15. On le sait, les styles font les combats. Donc, c'est pas des maths le combat, et c'est pas parce Ouais. qu'un mec a dominé un autre et que l'autre l'a dominé que ça veut dire que les deux autres ça va être la même chose. Exactement. Par rapport à ça, tu te bases toi, par exemple, sur le combat de Benoît, tu l'as beaucoup regardé ou comme c'est différents styles et t'es différent de Benoît, et ben ça sert pas à grand chose au final? Non, je l'ai pas beaucoup regardé. J'ai plutôt regardé ses combats face à Jalen Turner. J'ai oublié, il affrontait un Américain. Des mecs qui Mexicain, sont plus Luis dans ton Peña, style. Voilà, des grandes tailles. J'ai regardé ses combats contre les grands. Et pour moi, le combat contre Benoît, il n'est pas révélateur du niveau de Frevola. Parce qu'il prend un KO en 2 minutes. Donc, c'est pas comme ça qu'on apprend de lui, tu vois. Il prend un KO, c'est en 2 secondes. Même contre Terence McKinney, ça dure 7 secondes. Et je ne vais rien analyser dessus, tu vois. Je sais qu'il prend bien les coups en direct, 1-2. Et j'ai vraiment regardé les combats contre les grandes tailles. Ouais. Ce combat, il est aussi particulier, je le disais, parce que Matt Frevola a un rapport avec le public français. Depuis ce Ouais. combat, et sur les réseaux, on l'a vu,
partage avec le public français, il discute avec eux, il s'est Ouais. trouvé un surnom French Rolla. Enfin, Ouais, il est ouais. à fond là-dedans. Là, il nous a expliqué au micro, il va rester en France, il va visiter Paris, il va visiter Nice. Enfin, Ouais. il s'est trouvé un truc avec cette fanbase française. Comment toi tu prends ce truc-là? La salle va être pour toi. Enfin, j'ai aucun Ouais. doute sur le fait. Mais il y aura quand même du respect et des applaudissements, je pense, pour Matt Frévola, ce qui sera Ouais. différent des autres combattants français contre des étrangers. Comment tu vis cette... Tu le trouves un peu forceur, Matt Frévola, avec le public français? Je pense, ouais, il force un peu. Mais après, c'est un bon gars, tu vois. C'est pas un gars méchant. C'est un bon gars. On a vu que, en fait, il a pris un peu de hype française quand il a affronté Benoît, clairement. Parce qu'il a eu du respect pour Benoît. Ils se sont respectés mutuellement. C'est un bon gars. Et dans la cage, il fait la guerre. Donc, forcément, il y a des gens qui le soutiennent un peu. Mais moi, je sais que quand je vais rentrer dans la salle, quand lui va rentrer, ça va sûrement le huer. Et moi, quand je vais rentrer, ça va crier. Je vois sur ton, on peut le voir à l'image, sur ton pull, qui est un pull de toi, Ouais. enfin, voilà, pour toi et le combattant Fares Ziam. Il y a London, Mexico et Paris-London, Mexico. C'était tes 2 derniers combats pour le Oui. coup. Donc, tu as fait des combats dernièrement avec des grosses ambiances. Parce qu'on sait Ouais. qu'à Londres, il y a quand même une grosse ambiance. Au Mexique, c'est longtemps que l'UFC n'était pas revenu au Mexique. Il y avait de l'ambiance. Ça fait 2 ans que tu n'es pas venu à Paris. C'est quand même Ouais. particulier, Paris. Il y a quand même une ambiance par rapport aux autres que tu as vécues qui sont belles. Tu as fait Abu Dhabi aussi, qui est une ambiance Ouais. totalement différente, beaucoup moins Ouais. excitée. Ouais. C'est la plus belle de très loin. Oui, oui, de très loin. Le premier UFC Paris, c'était vraiment un truc de fou. Et en plus, je me suis rendu compte quand j'ai re-regardé mon combat. Quand j'ai regardé mon combat sur UFC Fight Pass, je me suis dit, mais c'est quoi cette dinguerie en fait? Tout le public qui criait, on m'a envoyé des vidéos. Je me sens chanceux d'être ici. Ouais. C'est quelque chose que tu attends beaucoup, tu vois, quand ça fait, puisque tu n'étais pas là l'an dernier, alors que tu voulais y être et puis ta blessure t'en a empêché, c'est vraiment un truc, tu es impatient de vivre ça presque plus que le combat. Ouais, ouais, carrément. Bah, en fait, c'est vraiment. Ça motive déjà. Moi, je préfère combattre quand ça crie, quand ça pousse les combattants, tout ça. On entend quand même, mais on est focus. Mais je préfère quand il y a le public avec nous, ouais, clairement. Hier, tu étais dans l'émission Le Vestiaire, super émission que vous retrouvez sur la chaîne Magnifique, YouTube ouais. RMC Sport Combat, et tu l'expliquais à Kevin Jousset qui va lui faire ses débuts à Paris, Ouais. combien même dans les vestiaires ça tremble. Tu peux nous Ouais. réexpliquer? En fait, tu es dans les vestiaires, juste avant ton combat, Ouais, et ça tremble. ouais, parce qu'en fait, il y a premier fight de la soirée du côté français, c'est Benoît, et moi, je passais juste après lui. Et du coup, il combat, genre, et moi, je m'échauffe tranquille, et j'entends que ça tape, mais à fond, juste au-dessus de moi. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, on est juste en dessous des tribunes, tu vois. Et je me suis dit, ah ouais, il y a de l'ambiance de fou. Et c'était un souvenir inoubliable. Et d'un coup, ça te met un peu de pression, ou au contraire, faut que j'y aille là, faut que Ouais, j'aille non, voir ça. faut que j'y aille, faut que j'y aille. Ouais, ouais, je me dis, il faut que j'y aille, il faut que je vive ça, ça y est, faut y aller là. Et ouais, franchement, c'était bien. T'es à 5-2 à l'UFC aujourd'hui, t'es Ouais. sur une belle série de victoires. Moi, je dis souvent dans l'émission le RMC Fighter Club, j'adore ta construction de carrière parce que ça fait pas de bruit, mais Ouais. t'avances pas à pas, étape Ouais. par étape. On sait que Benoît Saint-Denis est à 5-2 aussi, mais il a tellement fait de fracas avec ses KO tonitruants que forcément l'UFC le pousse plus vite. Mais toi, j'ai l'impression que ta construction de carrière, elle va bien avec Ouais. ton caractère, Ouais, que ouais. ça te correspond très bien. Tu dirais ça aussi? Ouais, je me dirais que en vrai, quand on monte vite, on peut vite redescendre. Je préfère monter doucement et rester en haut que redescendre. Donc moi, ça me va très bien, surtout que j'évolue de combat en combat. Et puis en fait, à chaque fois où je devais enchaîner les combats, il y avait quelque chose. Bah, on m'a proposé plusieurs fois, 2 mois après un fight, de combattre. Comme après UFC Paris 1, je devais combattre en janvier, ça s'est pas fait. Et après en mars, c'est pas fait, jusqu'à que ça arrive à Londres. Et en vrai, je suis content. C'est qu'en vrai, l'UFC me propose, à chaque fois que je fais un combat, il me propose un fight 2-3 mois après. Il y a des petits trucs. Là, ils ont gardé pour Paris, clairement. Mais sinon, ouais. Moi, j'aime bien ma carrière, j'aime bien ma vie, je suis tranquille. Au final, de tous les Français de l'UFC, tu es un des plus anciens aujourd'hui à avoir signé. Tu es là depuis Ouais. 2019, alors qu'il y a Ouais. beaucoup qui sont arrivés depuis dans l'organisation. Quel regard tu portes sur ton évolution de combattant depuis 2019? À quel point tu es un combattant différent, Fares? Bah, je suis quelqu'un qui a évolué de combat en combat. Et bah, pour moi, maintenant, la Fight Week, tout ça, pour moi, c'est normal. Je suis serein avec ça. Ça passe tout seul. Et je sais qu'à chaque fois, le temps, il passe vite. Et pour moi, c'est un kiff d'être à l'UFC. C'est un kiff de vivre ça. Je suis passionné de ça. Et je prends tout bien, quoi. Et sportivement, le Fares Ziam de 2024, il n'a plus rien à voir avec le celui de 2019? Tu penses qu'il y a un monde d'écart? Oui, oui. Bah, déjà, physiquement, j'ai évolué. Au niveau aussi de mon caractère dans la cage, j'ai évolué. Je suis moins gentil qu'avant. Et là, clairement, là, j'ai envie de faire des belles choses, montrer au public de quoi je suis capable.
Objectif, c'est des combats du top 15 en 2025. Ouais, c'est ça. Si ça se passe bien là contre S'il n'y a Matt pas de top 15, on s'en fiche, on va prendre tous les combats qu'il y a. En fait, l'objectif là, 2025, c'est de combattre à fond. combattre et continuer de monter Voilà. au fur et à mesure. Exactement. Deux petites dernières questions aussi sur ce combat-là contre Matt Frevola ce samedi. Matt Frevola, il a aussi laissé entendre dans toute cette histoire qu'on racontait avec le public français qu'il essaierait de mettre une petite surprise pour le public français dans son entrée. Alors, je ne sais pas si ce sera un son français, je ne sais pas s'il aura un symbole un français, drapeau, une baguette de pain sous le bras, je ne sais pas ce qu'il fera. Tu as prévu un truc un peu spécial en plus, tu vois? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Est-ce que le fait que lui il va jouer avec le public, tu t'es dit il faut aussi que moi j'essaye de un peu plus jouer avec lui ou pas du tout? Non, pas du tout. Déjà, je suis déconnecté des réseaux. Moi, quand je rentre dans la Fight Week, je me déconnecte. Il y a quelqu'un qui gère ma page pour ça, c'est Monsieur Capture, il gère ça très très bien. Mais non, moi j'ai une musique d'entrée de feu. Donc, on la garde, voilà. On n'adapte pas à l'adversaire. Exactement. Et la dernière, je l'ai posée à tous nos 9 guerriers de l'UFC Paris, samedi soir, à Accor Arena. Matt Frevola contre Fares Ziam, qui gagne comment? Enfin, qui gagne, je sais que tu vas me dire toi, donc comment se termine le combat? Franchement, le finish, il peut être là. Le finish peut être là, peut-être au premier, au deuxième. Et s'il n'y a pas, ce sera une décision. Voilà. T'en as envie de se juste, ça sera un combat. C'est point d'exclamation, quoi, sur cette Voilà, page. point d'exclamation, mais juste, ça sera un beau combat. Les gens seront contents de voir ce combat. Merci beaucoup, Fares Ziam. Plein de Merci à force toi. pour samedi. Merci. Salut à tous, on est avec Kevin Jousset qui sera sur la carte principale de l'UFC Paris. Ce sera ce samedi soir à l'Accor Arena de Bercy. UFC Paris 3e édition, il sera contre Brian Battle, donc je l'ai dit sur la carte principale. Kevin, premier combat en France de MMA. Enfin, on y est, ça fait des mois et des mois qu'on en parle. Comment tu vis cet instant-là? Au top, il était temps. Tu vois, de base, quand j'étais signé avec l'UFC, j'espérais faire mes débuts à Paris. Et au final, je pense que ça s'est plutôt bien déroulé, tu vois, d'avoir 2 fights en UFC ailleurs qu'en France. Ça a permis au public français de me découvrir un petit peu en me regardant la télé. Et voilà, là, mon premier combat en France sur la main card, comme tu as dit, contre un plus gros nom. Parfait. On a vu ces derniers mois sur les réseaux sociaux que tu interagis de plus en plus avec le public français parce que le public français te suit, comme tu dis, il a vu tes premiers combats à l'UFC. T'appréhendes ce truc? Quand je dis appréhende, c'est dans le bon sens du terme. T'as envie de cette rencontre avec les fans, de ce walkout que tu vas avoir avec enfin tes fans à domicile, même si tu habites à 20 000 km d'ici. Ouais, carrément, c'est clair. J'ai regardé les 2 premiers UFC Paris, j'ai vu l'ambiance de feu qu'il y avait. C'est quelque chose que j'attends, ça c'est clair. Après, je sais qu'il y aura de la pression, mais voilà, la pression, je suis le premier à me la mettre. J'ai des grosses ambitions, je sais ce que je veux. Et voilà, donc la pression, elle est là. Mais rencontrer les fans, ça va être top. Et ouais, j'ai juste hâte. Bon, au moins la moitié de nos combattants français à l'UFC Paris, ils habitent à 20 minutes ou 30 minutes d'ici. Ouais. Toi, je l'ai dit, tu es quand même à 20 000 km, donc c'est à domicile, mais de l'autre côté de la planète. Tu peux nous raconter rapidement quand est-ce que tu es arrivé en France, tu vois, pour t'adapter aussi, parce que toi, tu dois gérer le décalage horaire contrairement aux autres. Comment tu as abordé un peu cette prépa dans la prépa? Ouais, exactement. Du coup, j'ai fait la plupart de mon camp à Auckland, en Nouvelle-Zélande, à City Kickboxing, où je m'entraîne toute l'année. Et je suis arrivé à Nice, d'abord mardi, donc 12 jours avant le combat. Et voilà, j'ai la chance de m'entraîner à Nice de temps en temps quand je rentre en France. Du coup, j'avais un pied à terre ici pour m'entraîner, donc c'était top. J'ai passé la semaine à Nice. Et là, on est mardi après-midi. Je suis arrivé ce matin à Paris. Donc voilà, 1 heure de vol entre Nice et Paris, c'est plus facile que les 30 heures de vol que j'ai eu la semaine dernière. Donc plus de décalage horaire, je me sens bien. Je me suis bien remis du décalage horaire. Et voilà, pas d'excuses, je suis prêt. Dans ton coin, samedi soir, il y aura Eugene Berman, le coach du City Kickboxing. Eugene Berman, André, qui est aussi mon coach de lutte et de pied-point là-bas en Nouvelle-Zélande, et il y aura Aldric. Et Aldric Cassata, donc chez qui tu t'entraînes à Nice au Boxing Squad. J'ai l'impression, quand j'ai appris que tu aurais les deux dans le coin, tu réunis le meilleur de tes deux mondes, non Ouais, Kevin? Exactement. Les deux sont des masters à ce qu'ils connaissent et à ce qu'ils font. Ils ne se sont pas encore rencontrés, donc Aldric arrive demain, donc j'ai hâte de les présenter. Et ouais, je suis sûr que ça va être top de les avoir tous les 3 dans mon corner. Et Eugene Berman, il était content de venir avec toi à Paris, de vivre l'UFC Paris aussi? Écoute, je ne l'ai pas encore vu, là. Je vais le voir dans 1 heure quand je vais m'entraîner. Mais ouais, écoute, il est venu avec sa femme et ses enfants hier ou avant-hier. Du coup, ça l'a permis de visiter un petit peu avant que j'arrive à Paris. Il faut profiter de Paris un peu. Ouais, exactement. Bon, de base, je voulais juste faire un aller-retour, mais j'ai réussi à le convaincre d'en profiter un petit peu et de prendre 2-3 jours de vacances avant qu'il y ait d'autres mecs qui recombattent rapidement.
Toi, tu vas en profiter? Tu restes un peu aussi après pour profiter de la famille et des amis ou tu repars tout de suite? Je reste 2 semaines. J'ai un bon ami à moi qui se marie dans 2 semaines, donc c'est parfait. Bon créneau. Je reste pour son mariage et ensuite le lendemain je repars et voilà, je retourne en Nouvelle-Zélande et j'espère que si ce combat se passe comme je le souhaite et qu'il n'y a pas de blessure, je pourrai recombattre avant la fin de l'année. Un petit mot sur ton adversaire, Brian Battle, adversaire pas facile. Ça annonce un combat engagé aussi. Hein, vous êtes deux combattants généreux. Comment t'imagines, comment tu vois ce match-up, comment t'imagines ce combat? Ouais, très gros combat. C'est un très bon adversaire. Comme tu as dit, il a de l'expérience. Il a combattu pas mal de mecs en UFC maintenant. Il y a pas mal de hype autour de lui. Ça fait pas mal de combats qu'il appelle un top 15 et qu'il espérait avoir un top 15 pour son prochain combat. Donc voilà, non, je m'attends à un combat difficile. Clairement, dans ma tête, je suis prêt à tout. Je suis prêt à tout pour amener la victoire samedi soir. Je m'attends pas à un combat facile du tout. En tout cas, je me suis entraîné très dur pour être sûr que je vais rendre le combat le plus facile possible. Mais je suis prêt à tout. Il y a quelques mois, tu m'avais dit objectif top 15 fin 2024. C'est encore jouable si tu combats, si tu gagnes là et que tu combats en décembre et que tu continues d'enchaîner des victoires, tu penses que c'est jouable? Je pense que si je le bats lui et que je recombats en décembre, je pense que ce sera quelqu'un proche du top 20 et le combat d'après sera sûrement le top 15. Malheureusement, comme vous avez vu précédemment, le combat en mai a été annulé. Donc voilà, ça m'a fait un combat de moins, voire 2 combats de moins que ce que je souhaitais. De base, j'étais aussi censé être sur la carte à Manon Fiorot au mois de mars à Atlantic City. Donc tu vois, ça aurait fait déjà 2 combats que j'ai pas pu avoir. Mais c'est comme ça, c'est les aléas du sport, c'est les aléas de la vie, c'est pas des choses que je peux contrôler. Donc voilà, c'est frustrant, mais voilà, je passe au-dessus. Maintenant, je suis concentré sur mon adversaire de samedi soir. Et dimanche, je réfléchirai à ce que ce sera la suite. Ce qui fait que ça fait pratiquement 10 mois que tu n'as pas combattu, Kevin. Ça te manque? Ça titille? Je sais que tu es quelqu'un qui est compétiteur et qui aime être actif. La semaine après mon dernier combat, ça me manquait déjà. Donc ouais, 10 mois, c'est très très long. Ça fait depuis que j'ai commencé le MMA, je pense, j'ai jamais pas combattu pendant si longtemps. Vraiment, j'ai toujours été actif, autant que ce soit en amateur que mes débuts pro, que quand j'ai été en UFC. Donc ouais, ça me manque énormément, mais c'est pas grave. Je vais me servir de ce manque, pareil, une source d'énergie en plus. Tu as été agréablement surpris, même si pour moi, c'est pas étonnant vu votre niveau à tous les deux, que vous soyez sur la carte principale, sur la main card. Pas surpris. J'ai été content, ça c'est clair. Je savais pas trop où j'allais être. Après, je pense que l'UFC, ils savent très bien que ça va être un beau combat. Ils savent très bien que le gagnant de ce combat va avoir des très belles choses par la suite. Et voilà, ils jouent les choses tactiquement. Ils savent aussi que pour moi, pour mon premier combat en France, me mettre sur la même carte contre un gros nom comme ça, si je le bats d'une belle manière avec un gros combat, ils savent que mon nom il peut exploser. Et voilà, donc c'est parfait. Ils vont tous te regarder là à Auckland? Adesanya, Hülberg, Hooker, ils seront tous, parce qu'il sera tôt chez eux, mais ils seront tous devant l'écran? Ouais, il sera 8h du matin. Je crois que je vais commander à 22h en France, donc il sera 8h du matin en Nouvelle-Zélande, non, t'inquiète. Même mes potes d'Australie, il sera 6h du matin chez eux et eux aussi ils vont se lever, donc ça va. Et on finit par la question qu'on pose à tous. Samedi soir, à Accor Arena, Kevin Jousset contre Brian Battle. Comment il se termine ce combat? Je peux te dire une chose, c'est que je vais tout faire pour avoir le finish, ça c'est clair. Après, je vais le faire intelligemment parce que d'une façon ou d'une autre, ce qui compte avant tout, c'est la victoire. Mais je veux le finish et je veux montrer que je suis l'un des meilleurs dans cette catégorie. Donc, je vais dire finish avant la fin du troisième round. Et en quelques mots, c'est qui Kevin Jousset, le combattant, pour ceux qui ne t'ont pas encore vu combattre et qui vont découvrir ça à Bercy samedi? C'est quelqu'un qui n'a pas peur d'en prendre une pour en rendre une. C'est quelqu'un qui est juste à l'âme du combattant en général. Donc, ouais, c'est tout. Merci beaucoup Kevin Jousset, plein de force pour samedi. Merci à toi. Salut à tous, on est avec Benoît Saint-Denis qui sera en main event ce samedi à l'Accor Arena de Bercy pour l'UFC Paris 3e édition. Ce sera contre le Brésilien Renato Moicano. Benoît, il y a 2 ans, tu étais l'ouverture des Français à l'UFC Paris. C'était le premier combat, à jamais le premier, sur notre sol pour un événement de l'UFC. Aujourd'hui, tu es en main event. Tu mesures le chemin parcouru et est-ce que tu es fier de ce chemin parcouru? Bah, bien sûr, je suis fier de ce chemin qui s'est fait en équipe avec le staff sportif, le manager, la famille qui s'est mis un peu de côté pour me permettre d'être régulier sur les combats et d'être performant. Donc dans l'ensemble, ouais, beaucoup de fierté. Euh, et puis voilà, je pense que cette carte elle est intéressante. Il y a beaucoup de Français qui vont être testés. Moi, je suis content. Ça va être un combat âpre, je pense, contre un mec d'expérience. Donc j'ai hâte. T'as signé les posters déjà? Ouais, ouais, bien sûr, bien Quand sûr. tu as vu ton poster, parce qu'au-delà de Paris, c'est ton premier main event tout court à l'UFC, ça fait un truc? Non, tu sais, je combats pas pour être pour être enfin,
je vis pas pour signer un poster un jour avec ma tête dessus, hein. Pour moi, on est tous que éphémère. Je serai oublié dans 20 ans. Les meilleurs combattants du monde seront oubliés dans 100 ans. Moi, je vis pour me faire plaisir, pour vous faire plaisir, pour faire plaisir au public français et prendre du plaisir dans ce que je fais, c'est-à-dire livrer des combats engagés, faire évoluer ce sport pour que les jeunes qui vont un jour faire des carrières professionnelles puissent se régaler aussi. Et je pense qu'aujourd'hui, les Français ils se régalent à regarder du MMA. Et c'est ça qui me remplit de fierté, c'est de donner des combats engagés et d'essayer de me dépasser, d'aller le plus loin possible. Et bien sûr, de vous donner le spectacle que vous attendez tous samedi soir. Ce main event, ce sera contre Renato Moicano, on l'a dit, le Brésilien. Un très bon sol, quelqu'un d'assez agressif, avec un style assez agressif. Il te ressemble un peu. On peut avoir autre chose qu'une guerre samedi soir entre vous deux? Je pense pas, parce que je pense que c'est un combattant qui est complet, qui va rien lâcher. Donc voilà, que le meilleur gagne et ça va être engagé, ça c'est sûr. Mais c'est un mec qui perd que contre des tops. Des Aldo, Brian Ortega, Fiziev. Donc ses dernières défaites, c'est que contre des champions et ex-champions, que contre voilà, le top du top. Donc clairement, une victoire contre lui, c'est une très belle ligne dans le palmarès et voilà, l'avoir ici à domicile, c'est incroyable et je suis fier et je compte bien en découdre. Au niveau du match-up, c'est sûr que de toute façon pour toi c'est très important de combattre à domicile, bien sûr, hein, devant tes fans. Et après, des fois aussi, on peut avoir des match-up qui peuvent être moins plaisants en termes de ce qu'on veut donner au public. Est-ce que tu es satisfait stylistiquement parlant ou est-ce que ça n'avait pas spécialement d'importance et tu voulais simplement briller toi, peu importe qui était devant? Non, le match-up, je m'en fous dans le sens où je pense que je suis un combattant assez complet et j'aime imposer mon style, peu importe qui est en face de moi. La plupart des grands combattants, j'ai remarqué, gagnent souvent avec leur style et leurs armes, hein. Alors oui, il y a peu de variations, mais c'est surtout la complexité de leur jeu au moment T, la manière dont ils amènent les choses qui fait qu'ils sont durs à lire. Mais il y a des combattants qui gagnent avec un seul coup signature ou un panel de techniques, mais qui sont les seuls à amener avec autant de finesse, autant de violence, autant d'engagement. Et de toute manière, je pense que si tu veux devenir champion à l'UFC, spécialement dans cette KT qui est quand même qui est solide, il faut être complet et il faut être capable de battre les meilleurs. Et j'ai hâte de me tester parce que dans tous les cas, c'est une très belle opportunité de se tester et de voir, voilà, d'affronter ce qui se fait de mieux à l'UFC. On t'avait laissé en mars avec cette défaite contre Dustin Poirier, mais je sais que tu as fait un combat de grappling au mois de mai. Ça te manquait ça, tu vois, tu avais envie en fait de remonter très vite dans la cage. Tu sais, on dit souvent quand on tombe du cheval, il faut remonter tout de suite. Est-ce que toi, tu as eu cette envie en fait après la défaite d'essayer d'effacer ça au plus vite, donc d'être actif le plus vite possible? C'était pas forcément ça, mais c'était surtout une envie de retrouver du plaisir un peu à l'entraînement parce que ça faisait longtemps que je l'avais perdu. De retrouver une énergie positive, une santé mentale positive, même je pense que le succès, il est arrivé tellement vite, comme tu le dis, l'image, elle a changé tellement vite que euh, déjà pour le combattant, c'est quelque chose à absorber. Mais ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est que c'est aussi quelque chose qu'il faut absorber pour le staff, la famille, les amis. Et certaines personnes ne l'absorbent pas. Et si toi, tu n'apprends pas à devenir patron, quelque part, à être capable de gérer euh, ce succès dans sa généralité, euh, tu, en fait, tu en arrives à tomber presque en dépression parce que tu reconnais plus les gens avec qui tu travailles. C'est difficile de travailler, de goûter au plaisir simple de l'entraînement, de la progression, etc. Et ça s'apprend. Et je pense que ouais, c'était dur parce que le temps entre mon combat contre Bonfim et Poirier a été très court. En fait, je crois que ça s'est fait en 8 mois. J'ai combattu 2 mois, 2 mois après je recombattais, 2 mois après je recombattais, 4 mois après donc c'était dur. Heureusement, je ne suis pas arrivé ici par hasard. J'ai un staff qui est solide, j'ai des gens autour de moi qui sont solides et j'ai réussi à retrouver rapidement quand même le plaisir à l'entraînement. Et ouais, la DXC, c'était un moyen pour moi de me reconnecter aussi avec le sol par lequel j'ai commencé en 2017, les sports de combat. Donc j'avais envie un petit peu voilà, un petit retour aux sources. Je rebondis juste rapidement, mais comment ça se matérialisait, ce dont tu parlais là, ce changement de statut, tu vois, qu'il faut absorber pour toi, pour les proches aussi?
c'est difficile. Enfin, tu vois, par exemple, dans la rue, on t'arrête beaucoup. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie qui fait que c'est compliqué? Alors, il y a ça, mais ça, c'est pas le plus compliqué. Alors, ça, oui, c'est compliqué. C'est compliqué surtout pour ta famille. Par exemple, quand tu es avec ta femme au restaurant et qu'on va t'embêter deux, trois fois, il y a des gens qui sont très respectueux, qui attendent que tu finisses de manger, qui viennent te voir. Et puis, il y a des gens qui vont parler très fort, à moitié de sauter dessus, alors que tu es en train de discuter en intimité avec ta femme. Voilà, ça, mais ça, à la limite, c'est pas le pire. Le pire, c'est aussi la capacité. euh, à comprendre ou à accepter euh, ce changement de statut et en fait à rester soi-même. En fait, pour moi, rien n'a changé. Ça vient, mais je m'y attendais en fait que quelque part, bah oui, si tu combats, que tu gagnes. Comme je dis, mon père m'a toujours appris ça. L'excellence paye. Donc, si tu combats, que tu gagnes, à un moment donné, tu seras sur la tête d'affiche. Il n'y a pas de secret. Mais il faut rester soi-même parce que ce qui t'a amené là, c'est ton travail, ta discipline, ta rigueur au travail, ton envie d'acquérir des nouvelles compétences, connaissances, de renforcer celles que tu as déjà. C'est ce travail-là qui te permet d'être le combattant que tu es. Et, mais ça vaut pour tout le monde. Ça vaut pour toutes les gens qui t'entourent, dans chaque spécialité, dans chaque domaine. Il faut que tout le monde reste sur le même chemin parce que sinon, c'est compliqué à gérer. Parce que mine de rien, euh, c'est moi qui vais rentrer après dans l'octogone et c'est un peu moi en fait qui est après des comptes à rendre à tout le monde parce que la prestation c'est une prestation d'équipe, c'est pas une prestation individuelle. Euh, c'est un mix des deux. C'est beaucoup de détermination, mais c'est aussi la détermination des gens qui t'entourent. Pour revenir sur le travail dans la cage, donc tu sors d'un combat contre Poirier, de cette défaite-là qu'il y a eu il y a quelques mois maintenant. Qu'est-ce que tu dirais que tu apportes avec toi et qu'est-ce que tu voudrais montrer dans ce combat contre Moïcano pour montrer peut-être un peu à toi-même, hein, avant de le montrer aux autres, une certaine évolution par rapport à tes entraînements, ta préparation et donc au combat? Alors, c'est dur en fait de juger par rapport au dernier combat parce que le dernier combat, moi je sais dans quel état j'étais. Euh, le peu de choses qu'on a vu au premier round, c'était les automatismes en fait du camp, mais le corps, l'esprit y était pas. Ça n'empêche pas qu'il y a eu des erreurs donc, desquelles je vais apprendre parce que rien ne dit que même en pleine forme, au troisième ou au quatrième, j'aurais pas été épuisé ou dans un état d'épuisement et me retrouver face à un mec expérimenté qui a un bon coup d'œil, etc. Donc je dirais garder le style et l'âme Saint-Denis, mais avec une meilleure peut-être responsabilité défensive. Euh, En fait, nous, on est là pour travailler dur et continuer à vous donner les combats que vous avez. De toute manière, ça, c'est, je pense, l'ADN de mon style de combat. Mais les coachs, ils sont là pour m'aider à performer au plus haut niveau. Et si on veut aller chercher toujours plus haut, il faut corriger les erreurs qu'on a faites. Et donc, bien sûr, il y a cette notion de responsabilité défensive. Il y a beaucoup de notions qui ont été abordées et sur lesquelles on a travaillé pour continuer voilà, à progresser, à donner de l'engagement, mais peut-être en étant plus précis sur certaines choses. C'est très intéressant ce que tu dis parce que dans une interview que tu as donnée ces dernières semaines à la Sueur, je t'ai aussi entendu dire je deviendrai champion comme je suis ou je mourrai en essayant. Mais tu nous dis aussi quand même que tu sais qu'il faut être Benoît Saint-Denis, mais en adaptant un peu certaines choses. C'est Bien ça? sûr, bien sûr. En fait, personne n'est parfait, hein. Il n'y a que Dieu qui est parfait, donc personne n'est parfait. Il faut rester quelque part humble. Comme je le disais, même Mike Tyson, dans 50 ans, 60 ans, il sera oublié, hein. Il n'y aura que vraiment les aficionados de la boxe qui regarderont en noir et blanc. Euh, donc il faut se faire plaisir et il faut pas être bête, il faut se remettre en question. Et je pense que c'est pas une défaite doit pas remettre en question tout la personne que tu es et ton style et tout le combattant, mais ça doit remettre en question et mettre en lumière certaines choses qui n'ont pas été et bien sûr faut travailler dessus parce que ça serait bête de se priver de ça et et voilà donc ouais bah hâte de vous montrer tout ça samedi parce que là pour le coup bah je suis à 100% et ça va être ouais, ça va être, je pense que ça va être une sacrée guerre, un sacré test. Et moi, j'ai hâte de vous donner le spectacle que vous avez envie. C'était un combat engagé avec justement peut-être ces petites choses. Je pense, je regardais un peu le regard de Baba. Je pense qu'il sait à quoi. Je sais ce qu'il a envie de voir. Enfin, je pense savoir certaines choses qu'il a envie de voir.
Et à moi de vous le prouver samedi, hein. Et voilà, il y a un rendez-vous samedi, donc à très vite, hein. Je pense que le public sera ravi d'entendre que tu es à 100% parce que tu as des nombreux fans qui veulent te voir briller Bien samedi à sûr, l'Accor Arena. bien sûr. Avec le recul, c'est un débat très difficile. Nous, on l'a eu dans l'émission. Est-ce que tu prendrais ce combat pour Poirier? On rappelle, tu étais sous antibiotiques après un staphylocoque. On l'a dit, nous aussi, c'est difficile. C'est une opportunité en or que tu peux pas rater à la fois, mais tu étais très diminué physiquement. Donc forcément, c'est très frustrant pour le combattant. Comment tu te situes avec un peu de recul par rapport à ça? Qu'est-ce que tu ferais aujourd'hui? En fait, c'est très dur parce que j'ai la frustration de, de connaître l'état de santé dans lequel j'étais. Donc j'ai beau montrer des choses, montrer que sur le papier, on voit que ma CRP, elle est pas loin de 100 juste après le combat. Donc ça montre que l'infection, elle était encore vachement importante. En fait, le perdant, il a toujours tort. Donc c'est ça qui est dur. Et c'est pour ça que je comprends que certaines mentalités très compétitives comme les gars du Daghestan, comme Khabib par exemple, lorsque le cutting se passait un peu mal et qu'il sentait peut-être son corps pas très bien, et 3-4 fois en carrière, il a dit au revoir la veille. Et peut-être c'est l'expérience aussi. C'est l'expérience de ce très haut niveau de compétition qui est impitoyable parce que mine de rien, tout le monde te tombera dessus si tu perds. Ça a été la même chose. En plus, le public français a cette particularité d'être très généreux dans la victoire mais aussi dans la défaite. On l'a vu par exemple avec Cyril, que j'aime beaucoup, qui est un combattant qui a été vachement attaqué, je pense, après sa combat contre Jones. Les Américains, ils comprennent pas ça, par exemple. Eux, ils sont beaucoup plus. Le public est très différent. C'est pas. Alors, ils sont moins pour ou contre leurs combattants. Ils sont plus pour le spectacle en général, mais il y a moins de générosité euh, dans le positif comme dans le négatif. Et le français, des fois, il a envie de tout avoir, hein. Et il y a une expression avec la crémière que vous devez bien connaître. Et, mais c'est dur, en vrai ça n'existe pas. On n'a jamais tout. Si on avait tout, ça serait trop beau, ça serait trop facile. Et donc voilà. Donc avec le recul, ouais, c'est dur à dire. Maintenant, en tout cas, j'ai plus d'expérience. Mais je pense que c'est les choses que j'ai laissées courir sur le temps qui m'ont amené dans cette situation-là. J'ai construit ma défaite quelque part. Je l'ai pas. C'est une accumulation de choses. C'est pas par hasard que tu arrives et que tu tombes malade quelques jours avant un combat. Je pense que ça arrive pas par hasard. Ça arrive parce que c'est comme un accident de voiture, c'est un cumul de petites erreurs euh, qui peuvent peser lourd dans la balance. Dernière question, Baba. Ouais, non, mais c'est bien, c'est intéressant ce que tu nous expliques par rapport à ça et par rapport à cette approche. Maintenant, moi, de ma fenêtre, ce que je vois, c'est que du côté de l'UFC, cette défaite n'a pas du tout freiné ton ascension. En tout cas, ça les a pas mis dans une situation où ils se disent on va faire reculer Benoît de 5 cases. En termes de public, je pense que ça va aussi. En tout cas, ça c'est pareil, hein, c'est vu de ma fenêtre. Là, tu es en main event maintenant à Paris, donc c'est une occasion assez spectaculaire, hein, de faire oublier la défaite d'avant. Et nous, on le dit tout le temps dans l'émission, en tout cas, je le dis systématiquement que c'est un sport qui a une mémoire très courte. C'est comme ça. Et les Américains disent que tu n'es seulement bon que par rapport à ton dernier combat. Donc nous, heureusement, on a plus de matière que ça. Mais dans l'éventualité de ce que tu planifies, donc une victoire contre Renato est assez éclatante. Est-ce que tu t'attendrais à un combattant du calibre de Dustin ou est-ce que tu te dis je vais repartir étape par étape et voir ce qui va arriver? Non, tu as raison, en fait, hein, c'est un sport où on a la mémoire très courte et ça a son avantage et son désavantage. Ouais. C'est-à-dire que tu peux tomber de très très haut très vite et tu peux monter très haut très vite aussi. Donc, je pense pareil, ça c'est une des particularités du sport qui est dur à comprendre et à appréhender. Et voilà, maintenant, je pense que il faut jouer toujours ses cartes à fond. Donc ils attendent de moi de faire une bonne prestation. C'est ce que j'ai envie de donner à mon équipe, à ma famille, à mes proches, à tous mes supporters. Déjà, passer par cette étape très importante, euh, pas changer la chose primordiale, c'est euh, combattre et gagner. Et après, bien sûr, on va voir les opportunités, mais déjà là, ce qui va être important, c'est on est concentré sur Renato et aller chercher cette victoire samedi soir. Et on finit en un mot, c'est la 3e fois que tu es à l'UFC Paris, tu es le seul avec William Gomis qui a fait 3 sur 3. On sait comme tu as enflammé la foule les 2 premières fois. Qu'est-ce que tu nous réserves pour samedi soir? Comment il se termine ce combat, Benoît? Ça va être un combat engagé et comme je dis toujours, hein, que le meilleur gagne. Ça reste du sport, mais en tout cas avec moi, attendez-vous à ce que ce soit engagé, ça va être la guerre. Et je suis prêt, je suis bien, je me sens bien, ouais, j'ai hâte, voilà, j'ai hâte d'y être. Merci beaucoup, Benoît Merci. Samier.